vient de perdre une bataille extrêmement importante. Cocopelli a été accusé par des semenciers de vendre des semences traditionnelles hors catalogue, et donc a fait appel à la Cour de justice des Communautés européennes en question préjudicielle, je passe la technique juridique, et avec une grosse surprise, parce que l'avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes avait tranché pour Cocopelli, la Cour a désavoué son avocat général et a tranché pour les semenciers, en interdisant de fait à Cocopelli de vendre des semences traditionnelles pour l'agriculture. Ça veut dire qu'en termes de biodiversité, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seuls les semenciers ont le droit, pour des raisons de standardisation des graines, de vendre des graines pour l'agriculture. Ça, à mon avis, ça mériterait des pétitions citoyennes, parce que pour la biodiversité, c'est une vraie catastrophe. Une deuxième nouvelle qu'on a eue récemment, c'est l'étude de Serralini. Alors, vous savez, les OGM, c'est pas dangereux. Et puis finalement, et là, les trompettes, je dirais, des contre-feux sont lancées, puisqu'on reproche à Serralini d'avoir utilisé des rats, l'espèce, et puis d'avoir pris des échantillons trop petits. 20 rats, c'est pas assez statistiquement, il en faudrait 50. Alors, je vous conseille d'aller regarder, par exemple, sur des sites comme Save Our Seeds, qui est un site anglo-saxon. Ils ont publié les études de Monsanto. Et les études de Monsanto, vous regardez, elles portent sur la même espèce de rat et les mêmes échantillons de rats. C'est écrit noir sur blanc. Donc, quand Monsanto fait des études sur 20 rats de telle espèce, mais sur 3 mois, ils ont raison, vous pouvez dormir tranquille, c'est pas dangereux. Quand Serralini fait la même étude sur les mêmes rats, sur le même nombre, mais sur 2 ans, qui développent des cancers, là, c'est statistiquement pas signifiant. Dormez sur vos 2 oreilles. Transition énergétique, je vous passe, mais vous avez dans l'actualité d'hier une lettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde craque, c'est ce qu'on dit, et le vieux monde ne veut pas mourir. Et là, les trompettes sont lancées pour éviter qu'on évolue vers une transition écologique. Alors face à ça, il y a beaucoup de villes, mais pas seulement en France, villes européennes qui ont lancé des programmes vachement intéressants, avec un rôle très intéressant de l'Union européenne, et l'Union européenne, c'est le principal contributeur de ce projet. Et les territoires urbains sont sur une renaturation, parce que c'est pas un secret, les maires de toutes les villes d'Europe et du monde se prennent dans la gueule les conséquences du passage globalement à la rareté, des pollutions, enfin de la crise écologique, et doivent les gérer. Et il y a un mouvement par en bas qui se fait, de renaturation, de transition, parce que quand on est devant le mur, Et alors, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va gagner, en fait. Est-ce que les lobbies qui ne veulent pas de changement et qui veulent toujours un développement productiviste en disant que la science et la technique va tout résoudre, c'est du classique, est-ce qu'ils vont gagner? Ou est-ce qu'on sera capable, nous, dans les secousses, parce que ça va secouer dur, de garder la vision de là où on veut aller, c'est un monde où on retrouve de la biodiversité, une biodiversité qui ne s'érode pas, un monde de transition des énergies, en fait un monde où on remet l'humain dans son contexte naturel, on remet l'humain dans le monde et on préserve l'avenir de générations futures, mais aujourd'hui générations présentes aussi. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que c'est en train de secouer dur et que ça va secouer dur. Alors les projets comme ici, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que sur la pollinisation en ville, on démontre, par cœur, on l'a déjà dit au fur et à mesure des organisations, on démontre que concrètement, ça produit pour tout le monde un mieux vivre. Remettre la nature dans la ville, au moment où on doit construire des villes plus denses, c'est aussi permettre qu'on vive mieux. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'arbitrage à faire entre, vous savez, c'est classique, oui, mais t'es gentil, ça doit être Brice Lalonde, tu dois t'en souvenir. Brice Lalonde qui a dit en 92 d'ailleurs, je préfère un phoque en moins sur la banquise si ça permet d'avoir un chômeur en moins en France. Il y a toujours cet arbitrage entre l'environnement, vous avez raison, mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui, c'est la crise sociale. Aujourd'hui, on ne résoudra pas la crise sociale sans résoudre la crise environnementale. Mais si on ne garde pas ça en ligne de mire, on perdra face au lobby. Voilà, donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire le même discours qu'on a fait quelques fois avant, Charles Tugue, ils en ont plein la tête. Mais dire, il me semble qu'en cette rentrée, on est vraiment à un point de tension sur lesquels, si nous, on ne garde pas la vision de là où on veut aller, on ratera cette occasion historique de provoquer la transition. Voilà, après avoir été aussi catastrophiste que toi. Je lui dis bravo, et je dis en plus que je suis super heureux parce que
Thierry en est témoin. Le Grand Moulin, il y a 10 ans, il y avait quand même beaucoup de questions. Il y avait une centre de soins des oiseaux qui bouffait une partie de l'espace, qui est parti à Saint-Forgeux. Il y avait aussi beaucoup de questions sur le lien entre Grand Moulin et Maison Européenne de l'Environnement. Je pense que ces questions-là sont résolues. Et maintenant, il reste à ancrer, et la présence de Madame l'adjointe au développement durable, avec des champs de développement durable, c'est bien, montre bien que l'ancrage territorial du Grand Moulin est plutôt un gage de sa pérennité future. Voilà, je vous remercie.